Depuis quand, monsieur, les archers de la garde écossaise entravent-ils la justice du roi? Et depuis quand, monsieur, le prévôt du roi traite-t-il des gentilshommes comme des manants? Il s'agit d'un criminel, monsieur. Il s'agit d'un Écossais, monsieur. Et vous savez les privilèges qui nous sont accordés. Nous n'avons de compte à rendre qu'à notre capitaine et au roi. En effet, monsieur, cela est vrai pour les archers. Mais si cet homme est écossais, il n'est pas militaire. Que vous sommes donc de vous retirer? Notre affaire est mauvaise, Balafré. Le prévôt a raison. Raison? Comme si on pouvait avoir raison de vouloir prendre mon neveu. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais le sortir de là sur mon âge. Enlevez les cordes! Arrêtez! Je vous répète que cet homme n'est pas des vôtres. Il ne porte ni insigne, ni uniforme. Il n'appartient pas à la garde. Il lui appartient corps et âme, vous dis-je. Depuis quand? Et depuis ce matin. Je l'ai moi-même enrôlé. Et si son costume est civil, c'est qu'on va dans ce pays plus vite à pendre les gens qu'à coudre les habits. Pour nos privilèges. Hip, hip, hip! Hip, hip, hip! Parfait, messieurs. Emmenez votre camarade. Le roi le jugera. Quant à l'autre, je le garde. Lui, du moins, n'est pas écossais. Que savez-vous, monsieur? Ça se voit à son costume, tout simplement. C'est le cœur qui fait l'écossais, monsieur. Le cœur, et non la jupe. Eh bien, mon neveu, à peine arrivé d'Écosse, et vous me donnez déjà du tourment? N'y voyez mon oncle qu'une façon détournée de vous prouver à quel point j'ai besoin de votre conseil, de votre appui. Mais par quel miracle passez-vous par là? Mais parbleu, je vous cherchais, et je désespérais de vous trouver. Quand une fripouille de bohémien m'arrête et m'informe que plus loin, on pend un Écossais. Un Écossais, vous vous rendez compte? Oh, parfaitement. J'oublie le neveu, moi. Je rassemble les camarades et je vole au secours du compatriote. Bien, c'était toi. Un miracle, en effet. Mon oncle, je vous dois la vie. Ah ben, tu la dois surtout à ce bohémien qui m'a mis sur ta route. Peut-être aussi à cette médaille qui me protège. Montre voir. C'est curieux, il m'en rappelle une autre. Je la tiens d'un marchand qui m'en a fait cadeau. Alors c'est que l'orfèvre en aura fait plusieurs. Quoi qu'il en soit, il faudra la cacher sous ton uniforme. Quel uniforme? Mais celui des archers. Ah, le capitaine est formel. Aucune fantaisie, ni dans la tenue, ni dans la tête. C'est la fantaisie qui fait les mauvais soldats. Oh, mon intention n'est pas d'entrer dans la garde du roi. Mais tu plaisantes, j'espère. Ben non, mon oncle. Alors il fallait y penser plus tôt. Je t'aurais laissé pendre. Mais mon oncle. D'ailleurs, il est trop tard. Puisque tu t'es engagé ce matin. Moi? Engagé sur parole. La mienne. Et je ne mens jamais. Mon neveu.
Et moi, je suis de même, celle qui t'est prévue, celle qui t'est prévue. Isabelle, je vous en prie. Quoi donc, ma tante? Cessez de chanter cette stupide romance. Pourquoi stupide? Moi, je la trouve belle. Dans notre situation, toutes les chansons sont stupides. Comment pouvez-vous avoir le cœur à chanter? La nuit est douce, ma tante. La musique m'aide à rêver. Est-ce que je rêve, moi? Dites-moi. Est-ce que je rêve? Vous devriez, ma tante, cela vous détendrait. Me détendre, moi, alors que je lutte. Je lutte pour votre honneur, pour vos biens, pour votre nom. En une semaine, j'ai écrit plus de 12 billets. 12 billets. C'est très bien, ma tante, cela vous occupe, c'est excellent. C'est outrageant, ma nièce, car le roi me laisse sans réponse. À périr d'ennui dans cette misérable auberge. Et vous, afin de me donner tort, au lieu de vous ennuyer, vous chantez. C'est bien, ma tante, je ne chanterai plus. Écoutez, qui peut venir à cette heure? Le souper, sans doute. Vous avez là, mesdames, une visite qui m'honore, qui honore ma maison, qui nous honore tous. Son éminence, le cardinal Labalue. Laisse-nous et veille à ce qu'on ne nous dérange pas. Bien. Relevez-vous, ma fille. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui vous rend visite, mais le conseiller du roi de France. Cela fait des semaines que je demande une audience, éminence. Eh bien, madame, ne suis-je pas là? Le roi n'ignore rien des intrigues qui ont suivi la mort du comte de Croix. Il sait combien vos terres sont convoitées. Et il connaît les pressions et les violences qu'on a tenté d'exercer sur votre personne pour vous déposséder. C'est dans le seul souci de vous laisser libre de vos décisions qu'il vous a accordé l'asile de son royaume. Qu'avez-vous donc à lui reprocher? Parlez sans crainte, mon enfant. Je suis très heureuse d'être en France, éminence. Mais je n'ai demandé aucune faveur au roi Louis. Ce sont ses envoyés secrets qui nous ont fait l'invitation de nous rendre ici. C'est exact, mais... Mais s'il est facile de promettre, il est moins aisé de donner. Regardez, voici l'hospitalité du roi de France. Une chambre d'auberge avec vue sur les écuries. Interdiction de sortir, interdiction de se montrer. Voici comment dans ce royaume on reçoit les comtesses de Croix. Vos paroles sont injustes, madame, car nous n'avons agi que dans le souci de votre sécurité. Vos ennemis sont nombreux, habiles, puissants. Partout, des espions sont à votre recherche. C'est pourquoi un gîte aussi misérable nous a semblé le meilleur des refuges. Qui donc penserait trouver ici la comtesse de Croix? Mais qui donc oserait nous persécuter si le roi de France proclamait hardiment qu'il nous prend sous sa protection? Sachez, éminence, que le duc de Bourgogne, lui, nous donnait asile dans son propre château. Il nous offrait des tournois, des réceptions, des fêtes. Et pour votre nièce, un époux, madame. Campo Basso. Jamais je n'aurais épousé cet homme, éminence. Jamais. J'aurais 1000 fois préféré finir ma vie dans un couvent. Le duc ne l'aurait pas autorisé, madame, car seul votre mariage lui permettait de s'emparer des terres et du château de Croix. On n'épouse pas une morte, éminence. Si le duc avait voulu forcer ma volonté... Isabelle. Votre vie n'appartient qu'à Dieu, mon enfant. Mais je comprends votre révolte. Sachez que le roi est sensible à vos malheurs et que chaque soir il prie pour vous. Courage, nous essaierons d'adoucir les conditions dans lesquelles vous vivez et de vous trouver une résidence plus digne de vous. Non, éminence, c'est inutile. Je ne cherchais en France qu'une retraite sûre. J'ai trouvé dans cette auberge la solitude et la paix. Je ne demande rien de plus. Et surtout pas la charité. Veuillez remercier Sa Majesté en mon nom et lui dire de ne pas se soucier de moi. Le détachement des biens de ce monde est une vertu chrétienne, ma fille. Je ne puis que vous en féliciter. Éminence, il faut partir. L'auberge est pleine d'archers de la garde écossaise. Quelle importance? Il faut une petite fête et... Vous risquez d'être reconnu. C'est bien, je vous suis. Mesdames, je vous reverrai dès que Sa Majesté m'y invitera.
bien manière seriez-vous devenue folle? Auriez-vous l'intention de finir vos jours dans cette auberge? Pardonnez-moi, ma tante, mais je ne pouvais mentir au cardinal. D'ailleurs, pour l'instant, je me plais bien ici. Je pense qu'il serait bon d'écourter cette réunion. Pourquoi cela? Ils en sont au 3e tonneau. Et 3 tonneaux font 2 mois de solde, prime comprise. Mon oncle avait raison. De nous deux, c'est toi le plus écossais. Allez, que la fête continue! Un autre tonneau, mais cette fois de la piquette, ça suffira. Bon, d'accord. Un autre tonneau. Quelle belle soirée, hein? Mais dis donc, de nos jours, les pièces d'or poussent-elles dans nos bruyères d'Écosse? Hélas, non, mon oncle. Mais j'ai quelques crédits auprès de l'aubergiste. Ah, là voilà! C'est comme ça qu'il faut fêter ton engagement. Tous ces gens-là sont tes amis maintenant, et s'il le faut, leur épée te sortira de la prison. Pour dette! Messieurs! Ah, écoutez-moi, messieurs! Tous nos parents sont partis dans l'autre monde. Je suis le dernier de ses oncles. Et il est le dernier de mes neveux. Je bois à la malédiction des Ogilvy. Et en l'honneur de notre hôte, je propose un tournoi écossais. Hip, hip, hip! Ouais! Hip, hip, hip! Ouais! Dis donc, qu'est-ce que c'est un tournoi écossais? Tu connais pas? Non? C'est simple. Tiens-toi droit. C'est pas un Écossais. Ouais, messieurs. Allez! C'est un rôle de jeu, hein? C'est les hommes qui trinquent et c'est les femmes qui crient. Les femmes? Vous entendez pas? Viens, Bertrand, prends l'escalier. Allez, dépêchez-vous. J'ai fini, mon Bon, allez, venez. J'entendais pas, passons par la terrasse. Écartez-vous, monsieur, cette affaire ne vous concerne pas. Quand une femme appelle au secours, un gentilhomme est toujours concerné. Hé, là! Hé! Fuyez, je vous cours.
Êtes-vous donc si laid, monsieur, que vous cachez votre visage sous un masque? Mille regrets, jeune homme, vous n'aurez pas le loisir de le savoir. Les deux autres là-haut? Mort. La jeune fille? En sûreté dans sa chambre. On sait maintenant qu'elle court de grands dangers. Faudra veiller sur elle. Bon. On veillera. Messieurs! Le capitaine! Qui donc parmi vous est le nommé Quentin de Rouen? Moi! Votre père, monsieur, m'a honoré de son amitié et je suis heureux de vous connaître. Hélas, le service est le service et je vous arrête au nom du roi. Garde, emparez-vous de cet homme. Eh ben, et moi? Vous allez pas me laisser là? Je regrette, je n'ai pas d'instruction en ce qui vous concerne. Mais j'étais son complice, je l'ai aidé à rosser les soldats. Ah, en ce cas, l'ami, c'est un devoir pour moi de vous être agréable. Garde, emmenez-le. Tu es fou, Bertrand. À ce jeu, tu risques de perdre ta tête. Il est encore temps. Sauve-toi. Ça fait des mois, monsieur, que je cours l'Europe pour chercher quelqu'un à qui prêter mon bras. Eh bien, Je suis là des voyages. Je vous ai trouvé, je ne vous quitte plus. Quand je pense au lit qui nous attendait à l'auberge, 3 matelas, 2 courtes pointes, 5 oreillers. Et cela dans une chambre payée d'avance. ce n'est pas la paille qui me chagrine, Bertrand. Ce sont les barreaux. Ça, je vous avais prévenu. La cour de France ne nous réserve rien de bon. Allons, courage, Bertrand. Fions-nous à notre étoile. Hier déjà, il nous a épargné la potence. Hélas, oui. Pourquoi hélas? Aurais-tu souhaité être pendu? Ah, de tout mon cœur, monsieur. Mais tu es fou! Pas du tout, monsieur. Je raisonne et je compare. Hier, nous étions civils. Aujourd'hui, nous serons traités en soldats. Eh bien, tant mieux. On ne pend pas les militaires. Non, on ne les pend pas. Mais on les roue. Imaginez, monsieur. Imaginez ce que c'est que d'être roué. Eh bien, Bertrand, deviendras-tu lâche? Oh non, mais s'il s'agit d'une mort honnête, que j'attendrai l'épée à la main. Mais à l'idée d'entendre mes os craquer sans pouvoir rendre les coups reçus, franchement, oui, je faiblis. Allons, Bertrand. Pense à autre chose. J'essaie, monsieur, j'essaie. Mais le décor ne m'y aide guère. Comment faites-vous pour oublier tout ça? Moi? Je pense à Isabelle. Vous parlez sans doute de la jeune dame de l'auberge dont nous avons pris la défense? Oui. Une parente, peut-être? Non pas. Une amie d'enfance, alors? Aucunement. Ah. Je ne sais rien d'elle, Bertrand. Hormis son nom. Isabelle. Eh bien, quand on se bat contre des inconnus, pour une cause dont on ne sait rien, il n'y a pas à s'étonner de mourir sans savoir pourquoi. Voici donc les recrues, capitaine. De fort mauvais sujet à ce que je vois. Ah, le dressage n'a pas encore commencé. Mais l'œil est vif, le jarret souple, la poitrine large. Et celui-ci est de pur sang écossais. Et cet autre-là? Son origine est moins certaine, mais le coffre a du souffle. Écossais par le père, sans doute. Oh, certainement, capitaine. Nos compatriotes ont tellement de succès dans le pays. Ouais, puis après tout, il en est des valets d'armes comme des chevaux de l'amour, pourvu qu'ils tirent la charrue, peu importe le pédigré. Marché conclu, capitaine. Marché conclu, Leslie. Allez, je les engage, qu'on les fasse équiper. Tailleur, apportez détenu. Alors, nous sommes libres, capitaine. Bon, comment ça, libre? Ça, vous êtes fou? Vous avez l'honneur d'être mes prisonniers. Certes, et je me suis moi-même donné la peine de vous arrêter. Faudrait-il maintenant que j'aille vous repêcher dans quelque canal?
Au fond d'un étang ou dans un bras mort de la Loire, cousu dans un sac, vous êtes mes soldats, je vous garde. Et si vous avez envie de mourir sans ma permission, je vous fais enchaîner, moi. Ah, mais... Qu'est-ce que ça signifie, mon oncle? Le capitaine veut vous sauver la vie, mon neveu. Le grand prévôt est rancunier et l'on doit se méfier de lui. Tant que le roi n'aura pas tranché cette affaire, il vaut mieux rester à l'abri dans cette prison. Enfilez cette cotte de Marie, s'il vous plaît. Croyez-vous que le roi nous graciera? Ah, ma foi, tout dépend de sa vie. Il accorde la plus grande importance à ses rêves. Selon qu'ils aient été bons ou mauvais, vous serez gracieux ou non. Non, monsieur, quelle idée d'avoir dépendu ce bohémien. Si vous le permettez, il vous reste une chance supplémentaire. Laquelle? La politique. La politique est très en honneur dans ce royaume. La politique fait tout. Bien dit d'ailleurs. Par exemple? Par la politique, le roi gagne ses provinces à la pointe de l'épée des autres. Par la politique, il prend dans la bourse de ses voisins de quoi payer ses propres soldats. Des soldats que la politique fait se battre quand? Jamais. Le roi gagne ses batailles avec la langue de ses ambassadeurs. Il n'y a pas d'honneur à gagner sur les bannières de la politique. Non, mais il n'y en a pas non plus à être roué. Tu as raison, d'ailleurs. Et puisqu'il leur faut un ambassadeur, j'en ai un. Qui donc? Olivier le Daim. Quoi? Le barbier du roi? Il a toute la confiance de Sa Majesté. C'est un homme très sérieux, mais dont les services se paient fort cher. C'est vrai. Dans ce cas, pas de politique. Hier soir, vos amis ont bu jusqu'à notre dernier écu. Apprenez sur Bertrand que la politique est bonne fille. Elle s'accommode de tout. Du crédit, du prêt sur gage. Tenez, je prends cette chaîne et cette médaille. Nous allons mettre ce bijou au service de la politique. Quoi, Saint-Julien? Saint-Julien est en or pour Olivier, c'est ce qui compte. Un instant, mon oncle. Si la politique peut faire tant de miracles, peut-être pourrait-elle nous faire sortir d'ici? Sortir? Sortir? Pourquoi sortir? J'ai affaire à l'auberge. Ah, je comprends. Une petite servante? Non, une voyageuse. Oh, sacré coquin. Le portrait de son oncle. Joli au moins. Belle et attirante. La plus attirante de toutes les femmes. Et tu l'aimes déjà, bien sûr. Follement. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Soldats! Enchaînez-les! Salut, Olivier. Je vous salue, monsieur le grand prévôt. Sa Majesté est-elle éveillée? Sa Majesté a ouvert un œil, mais elle l'a refermé. Ah, j'aime pas ça. Moi non plus. Quand le roi fait semblant de dormir, c'est qu'il réfléchit. Et quand il réfléchit seul? On sait jamais à quoi. C'est embêtant. Bon, voulez-vous que... Ben, volontiers. Ainsi, vous pensiez voir le roi? Ainsi fait. Le roi, pas son barbier. En voyant l'un, on voit l'autre obligatoirement. Exact. C'est pourquoi, monsieur le grand prévôt, j'aime tant mon métier. Je vois passer chez moi tous les grands du royaume. On me connaît, on m'estime. On me confie beaucoup de choses. Sa gorge, par exemple. C'est fragile, c'est délicat, une gorge. Ça se tranche comme en rien. On me confie également ses peines, ses soucis, ses espoirs secrets. Il n'y a que sa bourse qu'on ne me confie pas, non. Celle-là, on me la donne. Pour mes bonnes œuvres. Je vous écoute. Bah voilà, Olivier. Je suis très embêté. Ben oui. Bah, tu sais que je suis un homme de parole. Et lorsque je fais une promesse, je la tiens. Certes, oui. Tous ceux à qui vous avez promis la potence peuvent témoigner dans l'autre monde qu'ils ont bien été pendus. Justement, non. 3 d'entre eux ne l'ont pas été. Ah, voilà qui est fâcheux pour votre réputation. D'autant plus que la tête du premier était promise au roi. Ne serait-ce pas cet espion
C'est cet agent du duc de Bourgogne, Héradine, je crois. Le bohémien, si fait. Il vous a échappé. Mais par la faute des deux autres. Blanc-bec de la garde écossaise et son valet. Aucun doute, hein. Ça mérite la corde. 100 fois. Malheureusement, de par leurs privilèges, les archers échappent à ma juridiction. Le roi seul peut les punir. Je comprends. Vous aimeriez que justice soit faite. J'ai le respect des principes. Surtout lorsque cela excuse un échec de votre police. Qu'est-ce que tu veux dire? Simplement que si le bohémien court toujours, ce n'est pas par votre faute, mais par celle de ces deux Écossais. Qu'ils sont coupables et qu'on doit les pendre. C'est bien ce que le roi doit comprendre. C'est tout à fait ça. Ah, c'est difficile. C'est difficile à expliquer. Mais comptez sur moi, monsieur le grand prévôt. J'expliquerai. Le conseil a lieu dans 1 heure. J'emploierai l'heure entière à convaincre le roi. Vous ici, messieurs? Votre service aujourd'hui commence-t-il si tôt? Non pas, monsieur Olivier, non pas. Mais le sergent Leslie, que voilà, voulait vous parler seul à seul. Ah. Je vous écoute. Voilà, il s'agit d'une affaire délicate. Allons donc. Très délicate. Venons-en au fait. Eh ben voilà, c'est tout simple. Non. Si. Ben, jugez vous-même. On veut pendre mon neveu. Tiens donc. Le jeune homme qui sort à peine du couvent a des intentions différentes quant à son avenir. C'est vrai. Sur mon conseil, il préférerait profiter encore un peu de l'existence. Et mourir beaucoup plus tard, en mettant son épée au service du roi. Bref, le roi comme mon neveu y trouverait leur intérêt. C'est clair. Le jeune étourdine n'est pas riche. Mais bien que écossais, il connaît les usages. Nous connaissons votre grand cœur, messire Olivier. Et nous ne doutons pas que vous tiendrez à plaider une si juste cause auprès du roi. Cependant, pour plus de sûreté, nous ne sommes pas venus les mains vides. Un bien modeste présent, monsieur Olivier. Simple geste de gratitude. Un bijou qui vaut certainement plus que la vie de mon neveu. D'où tenez-vous cette médaille? Ben, du jeune homme qui la tient lui-même d'un vieux fou de marchand. Quelqu'un d'autre sait-il que ce bijou est entre vos mains? Non. À peine l'avait-il au cou que mon neveu était déjà jeté en prison. Oubliez cette médaille, j'en ferai présent au roi. Sa Majesté a une grande dévotion pour Saint-Julien. Ce bijou sera le meilleur des ambassadeurs. Mais vous-même, messire, qu'allez-vous réclamer pour votre compte? En échange de mes services, je ne vous demanderai qu'une chose, messieurs. Votre silence. Votre silence absolu. Pas un mot sur cette médaille. Un Écossais n'a qu'une parole, messire. Et le sergent et moi, nous vous en donnons 2. Nous sommes arrivés, monseigneur. C'est ici le lieu de rendez-vous. Tu es sûr? Je ne vois personne. Le bohémien est prudent. Sa tête est mise à prix. C'est notre meilleur espion. Ah, la vie d'un bohémien, la belle affaire. Ah, nous perdons notre temps. L'ambassadeur du duc de Bourgogne n'attend pas un bohémien. Patience, monseigneur. D'ailleurs, le voici. Alors,
suis traqué, monseigneur. Hier encore, en représailles, les hommes du roi ont pendu mon frère. Que m'importe. Tu nous donnes des renseignements, on te paye. C'est tout ce que je veux savoir. As-tu enfin retrouvé les traces de la comtesse de Croix? Oui, monseigneur. Où est-elle? Parle! Elle est cachée dans une auberge. Où ça? À Plessis. Y est-elle gardée? Par combien d'hommes? Ah, je ne sais pas, monseigneur. Comment tu ne sais pas? Quand je paye, il faut qu'on sache. Je sais seulement qu'hier, on a essayé de l'enlever. Quoi? Qui a osé? Un bien grand personnage, monseigneur. Le duc d'Orléans. Comment? Le futur gendre du roi? Tu es fou, je perds mon temps. Vous pouvez vérifier. Le duc a été blessé à la main. Mais le duc ignore tout de notre affaire, comme de nos intentions. Pour quelle raison y serait-il mêlé? Réponds, pour quelle raison? L'amour, monseigneur. L'amour, tu te moques de moi? Pourquoi? C'est un sentiment qui vous est inconnu? Écoute-moi bien, Radin. Tout autre que toi serait déjà mort pour une telle insolence. Mais je ne m'abaisserai pas à tuer moi-même un bohémien. Souviens-toi que nous détenons la plus grande partie de ta tribu en otage. Si tu as menti, femmes, hommes, vieillards, enfants, ils seront tous exterminés. Prévenez Toison d'Or. Et avec quelques cavaliers, faites cerner l'auberge du Plessis. Aïe! Bien, monseigneur. Messieurs, c'est bientôt l'heure du conseil. Faut y aller. Et redressez-vous! Faites honneur à votre uniforme. On ne meurt qu'une fois, que le diable. Le roi est-il de méchante humeur? Coup-ci, coup-ça. Sa nuit n'a pas été bonne. Bah, il a rêvé, paraît-il. C'est bon signe? Quelquefois, oui, si le rêve a été bon. Mais s'il a fait un cauchemar, c'est tout le contraire. Et pour cette nuit, on ne sait pas. Mais on ne sait rien. C'est ce qui fait l'intérêt de la situation. Puis ce matin, les paris sont ouverts. On vous donne écartelé à 3 contre 1. Et vous-même, mon oncle, vous avez parié? 2 écus graciés. 2 écus seulement? Mais je suis un homme sensible, l'ami. Le chagrin peut me tuer. Je veux pas risquer de perdre ma bourse et mon neveu dans la même journée. Soldats, détachez-les. Belle chambrée. Un beau public pour ton procès. Toute la cour est là. Certains ont joué gros jeu. C'est un succès. Quelle est cette jeune fille à l'air triste là-bas? Jeanne de France, la plus jeune fille du roi. Elle est promise au duc d'Orléans. Que tu vois là-bas. Aux côtés de Dunois qui s'avance. Vous êtes arrivé, oui, vous êtes blessé? Non, non, c'est rien, ça me dit rien. Malgré mes conseils, vous êtes allé à l'auberge. Oui. Quand? Hier soir, mais j'ai échoué. L'imprudent. Mais je l'aime, moi je l'aime. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'Isabelle soit à moi. Mais renoncez, Louis, je vous en conjure. Vous commettez une folie. Je sais. Mais c'est plus fort que moi, je pense qu'à elle. Le cardinal l'a pas lu, premier conseiller du roi. Méfiance. Il me semble déjà avoir vu cet homme là-bas. Qui est-il? Ah ben c'est Olivier le Dain. C'est à lui que j'ai fait présent de la médaille. Il a l'oreille du roi, et c'est sur sa langue que j'ai parié mes 2 écus. Mais c'est impossible, je le connais. Toi? Mais oui, c'est avec lui que je me suis battu hier matin. Le roi! Maître Pierre. Quoi? Le roi, c'est Maître Pierre. Le marchand de l'auberge. Qu'as-tu monté? Une mauvaise fièvre? Je vous assure. Tais-toi et salut. Eh bien, Jeanne, vous êtes-vous habillée ce matin pour une partie de chasse ou pour entrer au couvent? Pour ce qu'il vous plaira, sire.
Il me plairait surtout de voir plus près de votre fiancé, mon cousin d'Orléans. Allez, Louis, je ne peux pas. Allez, vous dis-je. Eh bien, monsieur, depuis quand un cavalier abandonne-t-il sa dame? C'est Jeanne que vous devez épouser, et non pas notre ami Dunois. Réglons d'abord les affaires courantes. Il paraît que monsieur le grand prévôt a lieu de se plaindre, est-ce exact? Hélas, oui, sire. Allez, nous écoutons vos doléances. Eh bien voilà, sire. Hier, un peu avant 4 heures, un prétendu archer de la garde écossaise s'est rendu coupable d'entrave à la justice du roi. Il a tenté d'enlever le cadavre d'un supplicié, exposé pour l'exemple, comme le réclame la loi. En outre, après intervention de notre part, il s'est rendu coupable de rébellion armée contre mes hommes. Voilà. Vous connaissez les faits, sire. Certes, l'affaire est grave. Les privilèges dont jouissent les archers leur confèrent des droits, mais leur imposent des devoirs. Le rôle de la garde est de défendre l'ordre et non pas de le troubler. Si ça continue de la sorte, je crains fort de perdre mes 2 écus. Monsieur le capitaine de la garde écossaise, quelle explication donnez-vous de l'affaire? Hélas, sire, les faits sont les faits. Notre jeune soldat a bel et bien dépendu le cadavre d'un schnappant. De même qu'il a proprement rossé les gardes de monsieur le prévôt. Mais tout cela au nom du roi. En mon nom? Comment cela? Sire, le jeune homme arrivait tout juste d'Écosse. Il brûlait d'envie de servir, de se trouver face à face avec les ennemis de votre majesté. Or, ce pendu en était un, certes, puisqu'il était pendu. Il n'a pas résisté à la curiosité d'aller le voir de plus près. Pourquoi cela? Naïveté d'enfant, sire. Oui, je vous l'accorde, capitaine, mais la jeunesse n'explique pas la rébellion contre la garde prévôtale. Ah, sire, de toutes les livrées, le jeune homme ne connaissait que l'écossaise. Alors, ce voyant, lui, soldat du roi de France, pourchassé par d'autres militaires, il a pensé en se défendant qu'il défendait l'armée royale. Plaidoyer habile mais complaisant, capitaine. Ah non, pardon, distinguons, s'il vous plaît. Ce n'est pas là mon raisonnement, c'est celui du jeune homme. Qui aurait eu d'ailleurs les idées plus claires si un coquin de marchand ne l'avait, avant l'affaire, régalé de vin de Beaune? Ah, voilà un fait nouveau. Monsieur le grand prévôt, pourquoi ne pas l'avoir mentionné? J'ignorais ce détail, sire. Détail? Mais c'est là le fond de l'affaire, sire. Car il nous faut une sérieuse habitude à nous autres buveurs de bière pour supporter le vin de Beaune. Au moins 50 services. Or, celui-ci sortait à peine du couvent, on l'avait engagé le matin. Votre Majesté ne peut donc le tenir pour responsable. Que penses-tu de tout cela, Olivier? Ma foi, sire, monsieur le grand prévôt a certes raison de se plaindre, mais le capitaine a l'art de défendre ses hommes. Alors, je ne sais que penser. L'affaire est pourtant simple. Le seul vrai coupable est ce vieux fou de marchand. Monsieur le grand prévôt, je vous donne pour tâche de le chercher, de le découvrir. Nous en ferons un exemple qui servira de leçon à ceux qui débauchent nos gardes. Bien sûr. Oui, ce jeune homme. Mais ici même, sire, et tout aux ordres de votre Majesté. Vous avez certainement plus d'esprit de malice qu'on le dit, Quentin du Roi. Mais je vous pardonne par estime pour votre capitaine et vos braves compagnons. Et maintenant, la chasse vous attend. Messieurs, à cheval! Eh bien, Toison d'Or. J'ai disposé nos hommes autour de l'auberge, monseigneur. Personne ne peut en sortir sans être intercepté. Fort bien. Allons donner un coup de pied dans cette fourmilière. Mais que fait donc le roi? C'est dévotion, mon neveu.
Le roi prie toujours Saint-Hubert avant la chasse. Je vous remercie de m'avoir accompagné, Louis. Mais je suis mauvaise cavalière et je gâcherai votre plaisir. Joignez vos amis. Mais madame... Autant vous l'avouer, Louis. Mon plus cher désir serait de quitter la cour et de renoncer au monde. Jeanne... Je sais combien l'idée de me prendre pour femme vous déplaît. Je ne puis rien contre la volonté de mon père. Depuis notre enfance, je n'ai qu'amitié pour vous. Je me sens pauvre et misérable, Jeanne. Je ne peux rien vous donner. Si, ne me détestez pas, Louis. Je ne le mérite pas. Eh bien, dis-moi, comment s'annonce cette chasse? Je crains, sire, d'avoir une mauvaise tâche, celle de l'interrompre. Quelle idée, Saint-Hubert vient à peine de nous bénir. Le comte de Crèvecoeur, envoyé du duc de Bourgogne, est à la porte du château. Il exige une audience. Il exige? Je rapporte ces termes. Et seule sa qualité d'ambassadeur lui a sauvé la vie, car j'avais plus envie de lui faire rentrer les paroles dans le corps que de venir les transmettre à votre majesté. En cas de refus de notre part, quelles instructions a-t-il reçues? Il doit clouer son gantelet aux palissades du château et déclarer la guerre à l'instant. Ah, que Dieu! Monsieur le cardinal, notre cher cousin nous traite avec fort peu de cérémonie. Nous n'avons que l'écho de ses paroles, sire. Sa propre pensée sans doute plus nuancée. Et quelle nuance? Il s'agit d'un ultimatum, Éminence. Notre ancien vassal, en effet, se croit aujourd'hui assez fort pour prendre un ton de maître. Je n'aime pas ça. À chaque occasion, sa voix se fait plus forte, sire. Craignez qu'un jour on ne puisse plus le museler. Alors que faut-il faire, Dunois? Mettre l'armée en marche, déployer l'oriflamme et charger au cri de Montjoie et Saint-Denis. À la bonne heure, Dunois. Voici trop longtemps que je paie mes soldats ne rien faire. Va prévenir Cunningham. À vos ordres, sire. Va devant. Eh bien, votre éminence m'approuve-t-elle pour une fois? Pas encore, sire, mais tout à l'heure j'approuverai certainement votre majesté. Pourquoi tout à l'heure? Parce qu'elle aura réfléchi à ces mots des Saintes Écritures. Heureux les pacifiques, ceux qui s'humilient seront élevés. Je croyais votre éminence plus perspicace. Laissons les tambours faire du bruit et souhaitons que ce bruit puisse être entendu jusqu'en Bourgogne. J'espère que cela suffira. Grande nouvelle, capitaine! Nous allons enfin nous battre! Ouais, je sais, contre un sanglier. Non, nous allons vraiment nous battre, en ordre de bataille, la lance haute! Quoi? Nous allons faire la guerre? Dès demain, capitaine, et si Dieu le veut, nous allons la gagner! Vous avez entendu, vous autres? Nous allons faire la guerre! Hip, hip, hip! Eh ben, mon neveu, vous vouliez de la gloire, et dès le premier jour, en voilà. On peut dire que vous avez de la chance, non? Sûrement, mon oncle, sûrement, mais savez-vous contre qui on se bat? Ah, fichtre, non. Et quelle importance? On se bat, c'est suffisant. Bien sûr, mon oncle, mais selon l'adversaire, on se battra plus ou moins loin d'ici. Morble, j'oubliais. La voyageuse de l'auberge? C'est bien ce qui te tourmente, hein? C'est ça, mon oncle, vous avez deviné. Réflexion, mon neveu. Vous avez la vue plus perçante que moi. Je fréquente cette auberge tous les jours depuis des années et je n'ai jamais remarqué la moindre donzelle. Ah si, une fois, la semaine dernière, à une fenêtre de l'étage, derrière un rideau. C'était elle, sans doute. Eh bien, cette même jeune fille, je l'avais déjà vue. Mais où ça? Il y a un mois. À la Poterre de Sud, où j'étais de garde une nuit. Que venait-elle faire au château? Mystère. Elle était escortée d'une autre femme et d'un cavalier. Leurs chevaux étaient blancs d'écume. J'ai compris qu'ils avaient dû galoper longtemps, très longtemps. Et ensuite? Ensuite, Olivier Ledin est arrivé. Il semblait en colère. Il a reproché son imprudence au cavalier et les a tous entraînés vers le village. Mais qui est-elle? Le savez-vous?
Je l'ai demandé à Olivier Lodin quand il est revenu. Qu'a-t-il répondu? Un mot qui doit suffire à te faire oublier ce que tu as vu, ce que tu as dit, ce que tu as appris. Un mot qui sent la paille, le sang et le fer du bourreau. Quel est ce mot terrible, mon oncle? Secret d'État, mon neveu. Eh bien, Dunois, l'idée de se battre contre notre cousin de Bourgogne plaît-elle à nos soldats? L'armée a reçu ses ordres dans l'enthousiasme, sire. Dès ce soir, elle sera prête à se mettre en campagne. Nous n'attendons plus que le bon vouloir de votre majesté. Fort bien, Dunois, notre armée est belle et vaillante. Ses chefs ont toute notre confiance. De l'autre côté, les forces ne sont pas à mésestimer, mais le rapport ne peut être qu'en votre faveur. Nous mourrons peut-être, mais vaincrons sûrement. Ah, voilà bien une idée de militaire. Sachez, sire, que nous autres barbiers, nous préférons 100 fois vivre battus que mourir vainqueurs. Je tiens compte de tous les avis qu'on perd, mais pour l'instant, laisse-nous. Laisse-nous. Assieds-toi, Dunois. À vos ordres, sire. Dunois, je t'aime bien parce que tu me ressembles, oui. J'ai l'âme aventureuse comme toi. Seulement, je règne et j'ai la tête politique. Et ce n'est pas toujours sur les champs de bataille que se gagnent ou se perdent les guerres. Réfléchis, Dunois. En cédant à la colère, en répliquant à l'injure, nous tombons dans les pièges que nous tend notre cousin, le duc de Bourgogne. Comprends-tu? Non, sire. Charles le Téméraire, comme on l'appelle, est allié par sa femme à Édouard IV, roi d'Angleterre. Et celui-ci n'attend qu'un prétexte pour élargir la brèche toujours ouverte de Calais. Mais nous avons des troupes. Nous pouvons faire face. Certes, si l'on dégartit les frontières de l'Ouest. Mais dans ce cas, tu verrais très vite chanceler la foi du duc de Bretagne. Et ce n'est pas sur un, ni sur deux, mais sur 3 fronts que tu devrais te battre. Et bientôt, tous les petits vassaux voudraient leur part dans la curée. Et c'en serait fait de la France et de l'autorité de son roi. Comprends-tu cela, Dunois? Mon rôle est de me battre, sire. Et mon devoir de mourir pour vous. C'est tout ce que je comprends. Soldat, brave et léger, à toi la gloire. À moi les injures, le mépris, la mauvaise part de l'histoire. Alors, ne faisons pas attendre Monsieur de Crèvecoeur. Son Excellence Philippe de Crèvecoeur, seigneur des Cordes, comte de l'Empire et chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or. Approchez, seigneur comte, et dites ce que vous avez à dire. Moi, Philippe de Crèvecoeur, je salue humblement votre majesté. Et me présente au nom du très puissant seigneur et prince Charles, duc de Bourgogne. Ordre du roi, nous allons à l'auberge. De Limbourg et de Luxembourg et de Gueldre. Comte palatin de Hainaut et de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zuffen. Seigneur de Frise, de Salines et de Malines, par la grâce de Dieu. Je prie votre majesté de bien vouloir prendre connaissance de mes lettres de créance. La lecture en est inutile, comte. Nous savons le juste crédit dont vous jouissez auprès de notre cousin. Veuillez sans plus attendre nous faire part de votre ambassade. Sire, le puissant duc de Bourgogne vous envoie à nouveau le détail des attentats commis à la frontière contre sa souveraineté. Ma première question est de savoir si l'intention de votre majesté est de lui faire réparation de ses injures. Cette fois, il en dit trop. C'est la guerre.